parce que bon, on l'a pas redit, mais le plafond de versement sur un PEA, c'est 150 000 euros. Et on a une cliente qui, après 30 ans de détention, un peu moins de 30 ans, a fini à plus de 2 millions d'euros. Donc sur les 2 dernières années, on est très content de nos performances, en tout cas sur les portefeuilles full action. Donc en 2023, nous avons réalisé 18,7% de performance nette de frais. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode, non pas de Ramify Invite, mais Ramify Présente, donc un nouveau format. D'habitude, on a l'habitude d'inviter d'autres gérants, d'autres asset managers ou assureurs. Aujourd'hui, et ce sera une nouvelle série d'émissions, on vous présente nos propres produits et donc notre propre équipe. Et donc, j'ai la chance aujourd'hui d'avoir Hugo avec moi. Hugo, bonjour. Bonjour Samy, bonsoir tout le monde. Donc Hugo qui fait partie de l'équipe QIS, pour ceux qui nous suivent depuis le début, qui est une équipe extrêmement importante chez Ramify. Donc QIS pour Quantitative Investment Solutions. En fait, c'est notre équipe de recherche en finance quantitative. Mais donc Hugo, est-ce que tu pourrais te présenter, avant que je présente l'équipe en détail, est-ce que tu pourrais te présenter à notre audience? Oui, avec plaisir. Du coup, bonsoir à tous. Très heureux d'être ici avec vous pour ce webinaire. Donc, j'en ai regardé plein. Ça fait tout drôle de passer de l'autre côté de la caméra. Mais très content en tout cas d'être là pour pouvoir présenter le PEA, aussi présenter QS. Donc, moi, c'est Hugo. Ça fait 1 an et demi que je travaille chez Ramify en tant que quantitative researcher. Donc, grosso modo, ce qu'on fait, c'est on crée des algorithmes pour tout ce qui est stratégie d'investissement plutôt quantitative et systématique. Donc, au quotidien, grosso modo, on fait des maths, on code. Et l'idée, c'est que toutes nos décisions d'investissement soient vraiment pilotées par ces algorithmes qui se basent sur des modèles statistiques qu'on essaye de faire en sorte qu'ils soient très poussés et très à l'état de l'art. Donc, pour mon background, j'étais diplômé de Centrale il y a 1 an et demi. Et auparavant, sur mes autres expériences, j'ai pu faire de la recherche en IA, donc dans un laboratoire à Singapour, et un petit passage aussi en conseil en stratégie et en M&A. Super. On va rentrer dans le détail. Effectivement, on aura tout le temps pendant ce petit moment qu'on partage pour que tu nous expliques en détail le quotidien d'un quant chez Ramify. Donc, pour rappeler le contexte aujourd'hui, oui, on va parler de notre équipe de recherche, mais dans le contexte du PEA, qui est un nouveau produit qui a été lancé il y a quelques semaines, voire peut-être 1 mois ou 2, côté Ramify. Produit qui nous a été énormément demandé, qui n'est pas vraiment disponible sur le marché sous le format où on le propose, c'est-à-dire une gestion pilotée, une gestion conseillée. Et donc le but, ça va être de vous présenter le PEA dans les grandes lignes en tant qu'enveloppe fiscale, et ensuite surtout passer un petit peu de temps pour vous expliquer en quoi est-ce que le PEA Ramify peut remplir certains besoins, vous parler de notre manière de sélection des portefeuilles, comment est-ce qu'on fait en sorte et qu'est-ce qu'on met en place pour vous proposer le meilleur service et donc, on l'espère, les meilleures performances sur le long terme. Et donc, pour commencer, très rapidement au sujet de Ramify, alors pour ceux qui connaissent déjà, ça va être un rappel, mais il y a peut-être des gens qui nous découvrent. Donc, nous, notre mission, elle est simple, c'est de redéfinir les standards de la banque privée, de la rendre plus digitale, plus efficace, moins chère. C'est pour ça qu'on propose l'offre la plus large du marché, avec les services qui entourent cette offre gestion privée, qui peut être des services d'optimisation fiscale, de financement via par exemple du crédit lombard et de l'accompagnement fiscal ou patrimonial au sens large. Et enfin, notre vraie différenciation, c'est que pour nous, le pire, c'est de mettre dos à dos le digital et le conseil physique. Donc nous, on propose un modèle hybride avec la présence d'un conseiller dédié, avec une expérience digitale qui suit les meilleurs standards de marché, avec la possibilité de gérer ses contrats en ligne, la possibilité de visualiser l'intégralité de son patrimoine en ligne, sans perte de qualité ou d'expertise. En tout cas, c'est la raison d'être de Ramify. Donc voilà, je passe rapidement là-dessus. Il vaut mieux qu'on commence à parler directement de la partie qui nous intéresse aujourd'hui, et donc d'introduire l'équipe d'investissement qui va vraiment être cœur dans notre discussion aujourd'hui. On va parler encore une fois du PEA. Qu'est-ce qu'un PEA? Pourquoi est-ce que ça pourrait être une bonne solution pour vous? Mais surtout, comment est-ce que notre PEA, grâce à notre équipe de recherche, peut faire la différence sur le marché et fait déjà la différence sur le marché au vu du succès
des 2 premiers mois de lancement. Donc l'équipe de recherche, elle est composée de 5 personnes. Donc là, sur la slide, vous n'en voyez que 4 parce qu'on a un nouveau membre qui vient de nous rejoindre il y a cela quelques semaines, même pas 2 Un semaines. mois. Ouais, peut-être un petit peu Ouais. plus. Donc la photo n'est pas encore en ligne, mais elle arrivera. Donc Fad qui a rejoint l'équipe. Mais donc l'équipe qui est composée donc d'Olivier, qui est mon associé et cofondateur de Ramify, qui a travaillé en tant que quant chez Goldman. Ayman, qui a été l'un des 2 premiers employés de Ramify. Ça fait maintenant bientôt 5 ans qu'il est avec nous et qui a une expérience avant dans le hedge fund qui s'appelle SquarePoint. On a donc Hugo qui a pris le soin de se présenter. Mathias, qui n'est pas quant, mais qui est data engineer. Mais on pourra y revenir. C'est un rôle hyper important en soutien de tout ce qui est fait côté QIS. Et donc, le but et le rôle de cette équipe, c'est de manager tous les contrats qu'on propose à nos clients, d'épauler l'équipe de conseillers privés s'il y a des besoins spécifiques de propositions d'investissement, d'allocation sur mesure. Et comme Hugo vous le présentera, c'est aussi de créer ces nouveaux produits avec ces nouveaux portefeuilles que l'on vous propose et essayer de maximiser à risque donné la performance de vos portefeuilles. Mais bon, j'en dis pas plus. On a une section où Hugo vous expliquera dans le détail comment est-ce qu'il crée ses portefeuilles et quelles sont les logiques qui sont suivies. Donc passons au PEA et commençons à en parler rapidement. Donc, je vais essayer de commencer par une définition un petit peu générale du PEA. Alors, ceux qui connaissent déjà, vous m'excuserez, mais vous verrez, je ferai exprès d'être rapide. S'il y a des questions, on sera ravis d'y répondre. Donc, le PEA, c'est une enveloppe fiscale qui est très connue des Français, surtout des jeunes Français. C'est une enveloppe fiscale qui, contrairement à un compte titre, et on fera un comparatif dans la slide qui suit, permet d'avoir accès à des avantages fiscaux à partir de 5 ans. Donc, on ne paye pas une partie de l'imposition, on pourra rentrer dans le détail, au bout de 5 ans, ce qui en fait une enveloppe fiscale intéressante. C'est une enveloppe fiscale qui permet d'investir avant tout en actions, donc soit en actions pures, soit via des ETF, on y reviendra aussi. Et les étapes classiques d'ouverture d'un PEA, c'est on choisit son contrat ou son courtier, ça peut être Ramify, ça peut être quelqu'un d'autre. On choisit son portefeuille, donc qu'est-ce qu'on met dedans, quels sont les actifs qui vont travailler et générer du rendement au sein de cette enveloppe fiscale. Ensuite, il y a la gestion du contrat en cours de vie. Donc là, il y a un choix à faire, c'est soit on le gère nous-mêmes, donc on choisit les actions, le contrat, soit on délègue cette gestion-là. C'est un peu ce que propose Ramify via ses portefeuilles. Et enfin, on a la phase de retrait qui arrive, on l'espère, au-delà de 5 ans pour pouvoir bénéficier des avantages fiscaux. Des petites spécificités, mais bon, je pense que tout le monde rentre dans les clous. En tout cas, la majorité des clients, c'est il faut être résident fiscal français pour pouvoir avoir accès à cette enveloppe fiscale parce qu'il y a des allègements fiscaux. Donc, c'est normal de devoir être résident fiscal en France. Une seule ouverture par personne. Ça aussi, c'est une spécificité. Contrairement à l'assurance vie, par exemple, ou au PER, on ne peut détenir qu'un seul PEA. On peut le transférer, mais on ne peut détenir qu'un seul PEA par personne. Et l'âge minimum, c'est 18 ans, contrairement à l'assurance vie qui peut être ouverte pour des mineurs par leurs parents. Donc voilà, des informations assez générales pour donner un petit peu de contexte. Ensuite, la slide d'après, qui est assez intéressante, c'est vraiment la comparaison entre les 3 enveloppes fiscales phares en France. Donc on n'a pas mis le PER parce que le PER a quand même une fonction assez spécifique avec un modèle d'allègement ou d'économie d'impôt assez spécifique. Là, c'est vraiment les 3 enveloppes qui sont souvent comparées parce qu'on a l'impression qu'elles se comportent à peu près de la même manière. Donc, pour faire une comparaison assez large, je ne vais pas rentrer ligne par ligne dans les détails, vous aurez, si vous voulez, accès au slide, mais pour expliquer un petit peu les grosses différences, il faut se dire que le CTO, donc le compte titre, c'est une enveloppe hyper flexible dans laquelle on peut mettre n'importe quel produit, mais sans bénéficier d'avantages fiscaux. Il faut se dire que vis-à-vis de l'État, si l'État nous donne un avantage fiscal, il attend quelque chose en retour, si on veut un petit peu simplifier la logique. Et donc, contrairement à un PEA, le PEA, l'univers d'investissement est plus restreint. Et le but initial du PEA, c'était de pousser les Européens et donc les Français à investir dans des actions européennes.
C'est ça le but du plan épargne-action à l'origine. Alors, on a, pour des raisons évidentes, ajouté certains ETF ou certaines actions pour pouvoir rendre le produit un peu plus attractif. Donc, on a du S&P 500, du MSCI World, etc. On pourra y revenir. Mais le but premier du PEA, c'était de créer un compte titre boosté à la fiscalité pour faire en sorte que les Français et les Européens mettent un peu plus d'argent en bourse et surtout financent l'économie européenne. Donc, les grosses différences avec le CTO, c'est ça. Un avantage fiscal avec un blocage de 5 ans, donc où on passe d'une flat tax à 30% ou à 17,2%. Donc la partie impôt sur le revenu n'est plus redevable après 5 ans de détention, ce qui n'est pas le cas sur le CTO. Et enfin, l'assurance vie, parce que souvent on compare le PEA à l'assurance vie. Alors l'assurance vie, l'univers d'investissement va être plus large, c'est-à-dire qu'on va pouvoir sortir de l'asset class, de la classe d'actifs actions. On peut mettre de l'immobilier, on peut mettre certains fonds de private equity, on peut mettre du produit structuré. Alors, l'univers n'est pas aussi large que le compte titre, mais il est plus large que celui du PEA. Mais par contre, l'assurance vie, donc au-delà de cette flexibilité, elle permet des retraits n'importe quand, pas de conditions de blocage. Au bout de 8 ans, on a une fiscalité avantageuse, mais qui sera quand même moins avantageuse que celle du PEA. Sinon, il n'y aurait pas d'intérêt d'ouvrir un PEA. Mais surtout, et c'est pas écrit sur la slide, mais c'est très important, l'assurance vie est très très performante pour les sujets de succession et de transmission. Donc c'est aussi pour ça que si vous regardez l'ensemble des actifs des Français, c'est à peu près 5 000 milliards, grosso modo. Et sur les 5 000 milliards, c'est 3 000 milliards en assurance vie. Et c'est pas pour rien, c'est parce que les grandes fortunes pensent aussi à la transmission de leur fortune et donc vont mettre une grande partie de leurs actifs dans une assurance vie. Donc voilà pour les grosses différences. Hugo, n'hésite pas si tu en vois d'autres à compléter. Mais voilà, le but, c'est pas de rentrer trop dans le détail, mais c'est vous donner une image un peu globale de ce qui fait la différence entre les différentes enveloppes et pour qui est-ce qu'elle elle pourrait être pertinente. Une fois qu'on a dit ça, le plus important, c'est, et je vais laisser Hugo vous présenter cette slide-là, c'est expliquer concrètement quelles peuvent être les différences en termes de gains entre les trois enveloppes et pourquoi. Hugo, je te laisse expliciter. Effectivement, Samy, merci pour cette présentation du PEA qui était très complète et à la fois très complète et à la fois très synthétique. Pour illustrer vraiment de manière graphique l'avantage en termes de taxes et de fiscalité que le PEA pourrait vous offrir vis-à-vis des autres enveloppes fiscales, on va vous proposer cette slide qui contient un graphe à gauche. Donc, en abscisse, ce que vous pouvez voir, c'est le temps passé dans l'enveloppe fiscale. Donc, ça va de 0 à 10 ans. Et en ordonnée, vous voyez le capital qui est dans votre portefeuille. Du coup, ici, on va comparer 4 choses. Donc, en se basant sur un taux de croissance annuel de 8% par an, en pointillé, vous avez votre capital brut dans votre enveloppe fiscale, donc qui va être le même pour les trois, étant donné qu'on ne regarde que la valeur brute du capital. Tout l'avantage de taxe ne s'affiche pas ici. Par contre, l'avantage de taxe va s'afficher sur la partie nette. Donc, les trois lignes en couleur sont la valeur nette de votre portefeuille si vous faites un retrait à l'année qui est en abscisse. Donc, ce qu'on voit par exemple, c'est que pour le CTO, de manière constante, on est en dessous du reste, étant donné qu'on n'a pas d'avantage fiscal. Ensuite, la partie avantage fiscal du PEA se traduit de deux manières. Du coup, premièrement, au bout de 5 ans, on voit qu'en termes de valeur du capital net, on est déjà au-dessus de tout le monde. Et deuxièmement, à partir de 8 ans, donc même en comparant l'assurance vie, on voit qu'on est également avec une valeur du capital net supérieure. Pourquoi ? Parce qu'en assurance vie, contrairement à peut-être quelques idées reçues, on n'est pas complètement exonéré d'impôt sur le revenu. On a certes un cadre fiscal avantageux, notamment avec un abattement et sur toute la valeur qui est au-delà de l'abattement, des impôts qui sont réduits. Mais l'avantage du PEA par rapport à l'assurance vie, c'est qu'on est complètement exonéré d'impôt sur le revenu. Et donc l'idée de cette slide, c'était vraiment de vous présenter de manière graphique ces avantages. Au-delà des chiffres qui sont à droite un peu plus laborieux, l'idée c'est vraiment d'avoir une représentation très simple de l'avantage fiscal que le PEA peut vous donner. Ensuite, effectivement, comme a dit Samy, l'assurance vie a d'autres avantages, notamment en termes de succession, qui n'est pas affiché ici. Et le CTO a d'autres avantages
en termes de flexibilité de l'univers d'investissement. Donc, encore une fois, toutes les enveloppes fiscales ont leurs avantages et leurs inconvénients. Mais pour un investisseur plutôt moyen terme slash long terme, le PEA fait vraiment sens. Mm. Donc, effectivement, on voit la différence. Souvent, en tout cas, les personnes qui investissent directement via CTO, de mon point de vue, sous-estiment l'impact de la fiscalité. Là, on l'a fait sur 10 ans, mais on a aussi l'exemple d'un client, parce que bon, on l'a pas redit, mais le plafond de versement sur un PEA, c'est 150 000 euros. Et on a une cliente qui, après 30 ans de détention, un peu moins de 30 ans, a fini à plus de 2 millions d'euros. Donc, quand on a autant de plus-value, on est content de payer 2 fois moins, quasiment 2 fois moins de taxes. Et plus on tire le trait, là on a uniquement 10 ans, mais plus on tire le trait, plus cet impact devient énorme. Très bien. Donc, une fois qu'on a parlé de cette spécificité et de l'impact, je pense qu'on peut regarder un autre élément qui est la slide d'après et qui parle des frais, qui est très important. Donc, la fiscalité, ça permet d'améliorer le rendement, mais les frais aussi. Donc, c'est important de pouvoir rentrer un petit peu dans le détail pour expliquer les différences entre les différents types d'offres que vous pouvez proposer. Donc, le plus important, c'est que, c'est ce que j'ai essayé de dire au début, c'est de savoir ce dont on a besoin. Est-ce qu'on veut gérer nous-mêmes nos positions et notre portefeuille? Et ça, pourquoi pas? Si on a le temps, si on a l'envie, si on aime ça, suivre l'actualité des marchés, être discipliné, pourquoi pas? Ou alors, on souhaite le déléguer, ce qui est le cas de nos clients. Nous, ce qu'on propose, c'est un mandat de gestion. Donc, la gestion sera effectuée par l'équipe d'Ayman, Hugo, Olivier, Mathias et Fad. Et on vous expliquera dans les détails comment est-ce qu'elle est faite. Et donc, nous, on se compare à ce que va pouvoir proposer votre banque privée ou votre CGP. Et non pas un courtier dont le rôle, même si c'est un rôle important, ne reste que de vous donner accès à l'enveloppe fiscale et bien sûr à l'univers d'investissement, et ensuite à vous de composer, de faire vos choix et de vous tenir au courant. Donc c'est comme tout, c'est votre temps, comment est-ce que vous le valorisez, est-ce que vous préférez que ce soit outsourcé à quelqu'un d'autre ou vous qui le fassiez en interne. Donc nous, ce qu'on propose à nos clients, c'est des mandats de gestion. Donc lorsqu'on regarde sur le marché, il y a peu de mandats de gestion PEA. Donc les acteurs digitaux n'en proposent pas beaucoup. C'est souvent les banques ou les banques privées ou les CGP qui vont les proposer. Alors, je ne connais pas toutes les offres, mais je pense qu'il y en a moins de 5 100% digital sur le marché. Et on a décidé de se positionner, parce que c'est aussi notre mission, de redéfinir les standards de la banque privée en proposant quelque chose de plus efficace, de moins cher et de plus performant. Donc, de se positionner toujours moins cher que ce qui existe, voire beaucoup moins cher. Donc, que ce soit en frais de gestion, où on va être largement en dessous de la moyenne. Donc, vous voyez, entre 0,7 et 1%, parce qu'en fonction du montant investi, on a des tarifs dégressifs. Donc, dès qu'on rentre dans l'offre Black, c'est-à-dire que la somme de vos actifs détenus chez Ramify dépasse 100 000 euros, bah, vous passez sur la tarification Black, qui est donc à 0,7. Donc, 2 fois moins cher que ce que va proposer une banque traditionnelle. Des frais de garde qui de toute façon ne sont pas de notre ressort. C'est vraiment un peu comme les frais assureurs, ce que va venir chercher la banque en étant dépositaire et garant de votre argent. Donc ça, c'est des frais fixes, si on veut. Et surtout, aucun frais de transaction. Si vous regardez dans le détail de vos contrats bancaires, souvent, il y a beaucoup de frais de transaction. Et à chaque fois que votre banquier va faire un mouvement, que vous allez faire un arbitrage, bah, vous pouvez perdre jusqu'à 1% de la valeur de votre portefeuille ou de votre ligne uniquement sur cette transaction-là. Donc, si vous faites 2, 3, 4 mouvements sur l'année, vous avez beau être le meilleur trader sur la place, vous devez déjà dépasser 4% par an sur cette ligne pour être positif. Donc, c'est des frais qu'il ne faut pas négliger. Même à 0,5%, c'est des frais qu'il ne faut pas négliger parce que c'est des frais qui peuvent être récurrents. Ensuite, pour l'univers d'investissement, nous, c'est notre thèse et Hugo vous le développera et vous l'expliquera. On a fait le choix d'être 100% ETF sur nos mandats. Notre philosophie d'investissement, c'est de ne pas faire de stock picking. Et Hugo vous expliquera exactement notre méthode d'investissement dans le détail. Donc, chez un courtier classique ou votre banque, vous aurez sûrement accès à des actions single stock. Nous, ce sera uniquement des ETF.
Donc voilà pour les avantages. Je pense qu'on a tout couvert. Je regarde s'il y a des choses qu'on a oubliées, mais voilà, les points importants, c'est le fait que nous, chez Ramify, c'est vraiment la gestion pilotée, la gestion conseillée. Euh, les avantages du PEA sont clairs. C'est avant tout la fiscalité et la possibilité, surtout pour les portefeuilles risqués, parce que ça reste de l'action, d'avoir une enveloppe fiscale encore plus intéressante d'un point de vue performance long terme que l'assurance vie. Et par contre, pas d'avantage successoral. C'est pour ça que l'environnement de l'épargne français est quand même bien fait. Il y a des enveloppes fiscales un peu pour tout. L'assurance vie, c'est le gros d'un patrimoine qui commence à devenir conséquent et où on a des problématiques de succession qui arrivent. Le PEA, c'est pour ça que c'est une enveloppe qui est adorée par les jeunes. Ça permet de s'exposer au marché et de bénéficier d'une fiscalité intéressante. Le CTO, c'est pour les gens qui ne veulent pas de restrictions et faire tout ce qu'ils veulent à des frais encore plus faibles. Et le PER, j'ai vu qu'il y avait une question sur le PER. Je pourrais y revenir à la fin pendant la séance de Q&A, mais le PER, c'est vraiment un outil pour préparer la retraite. Le but d'un PER, c'est de maximiser votre capital au travail pour préparer votre retraite en améliorant votre, j'allais dire qualité de vie, mais votre niveau de vie aujourd'hui en payant moins d'impôts. C'est vraiment ça. C'est l'État vous fait cadeau d'une partie de vos impôts aujourd'hui, qu'il récupérera plus tard, bien sûr. Mais donc, il vous permet, c'est comme vraiment un crédit qu'il vous fait. Vous ne payez pas vos impôts aujourd'hui à condition de les faire travailler, donc via un contrat PER. À la retraite, vous pouvez le débloquer. Et là, vous pourrez jouir de votre capital. Donc, c'est des usages très différents. Et c'est pour ça que c'est des fois intéressant d'être accompagné par un conseiller, parce que le but du conseiller, c'est de vous donner cette vision-là, un peu 360 sur tout ce qu'il est possible de faire et vous aider dans ce panachage. Donc voilà, j'ai essayé d'être assez rapide sur la partie PEA. Je sais que beaucoup savent déjà ce qu'on a dit, mais c'est toujours bien de faire une petite piqûre de rappel. Et je pense que là, on peut faire un petit focus sur l'offre Ramify, avec les minimums de montant, l'offre à laquelle vous aurez accès via ce webinaire, avant de passer à la partie d'Hugo, qui vous intéresse sûrement plus, pour avoir un petit peu les détails de notre mode de fonctionnement. Donc, le minimum d'investissement chez Ramify est de 50 000 euros sur le PEA. Alors, je sais que beaucoup disent que c'est élevé. C'est le cas par rapport, par exemple, à notre assurance vie. On travaille pour essayer de baisser ce ticket minimum. S'il y a peu d'offres de PEA digitalisées en gestion conseillée, c'est qu'il y a une raison. C'est qu'il y a peu d'acteurs qui le proposent. On bataille depuis des années pour l'avoir et il fallait qu'on prouve à ses partenaires d'une grande taille, qui peuvent être le Crédit Agricole, pour nous c'est Crédit Mutuel Arkea qui est dépositaire, qu'on est en capacité de mobiliser une offre et de la collecte, chose qu'on a faite. Donc on est en discussion pour pouvoir baisser ce montant-là. Mais en tout cas, le PEA restera le même, avec les mêmes performances et les mêmes frais. Aujourd'hui, c'est 50 000 euros. 25 000 euros pour le transfert, donc c'est quelque chose qu'on a déjà réussi à négocier. Beaucoup de gens ont déjà des PEA bancaires, soit ouverts par eux, par leurs parents ou autres. Donc on serait ravis de vous aider dans le procès de transfert. D'ailleurs, le procès de transfert est 100% géré par nos équipes. Les frais de transfert sont remboursés. Et en plus de ça, pour toutes les personnes qui ont participé à ce webinaire, on propose 6 mois de frais de gestion offerts. Ce qui permet en fait de tester gratuitement. Parce qu'un PEA, contrairement à une assurance vie, est transférable. Donc vous pouvez tester le service Ramify, l'interface Ramify, le PEA Ramify, gratuitement, entre guillemets, pendant 6 mois. Et ensuite décider si c'est un service qui vous plaît, si vous êtes content des performances. Donc voilà pour l'offre. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions, on y répondra pendant le Q&A. Mais maintenant, il est grand temps de passer à Hugo, qui va nous expliciter la gestion conseillée par notre équipe de recherche. Merci beaucoup, Samy, encore une fois, pour cette présentation. Donc, sans plus attendre, regardons très rapidement le résultat de notre gestion. Donc, sur les 2 dernières années, on est très content de nos performances, en tout cas sur les portefeuilles full action. Donc, en 2023, nous avons réalisé 18,7% de performance nette de frais. Et en 2024, 27,1% de performance, qui est en ligne, voire même supérieur à notre benchmark, qui est le MSCI World. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est que le MSCI World, c'est un indice
qui regroupe les actions des pays développés dans tout le monde. Donc, au total, ça représente plus de 85% de la market capitalisation, du coup, de la valeur de toutes les actions dans le monde, enfin plutôt dans les pays développés. Et donc, vis-à-vis de cet indice-là, sur ces 2 dernières années, effectivement, on a fait une performance qui est supérieure. Mm. Donc, encore une fois, très important de rappeler, les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Donc, l'idée, c'est que de notre côté, en tout cas de l'équipe de recherche, on essaye au maximum, sur le long terme, de pouvoir battre notre indice de référence. Par contre, sur des courts termes, il est possible que parfois on le batte, parfois on ne le batte pas. Mais l'idée, en tout cas, le principe de l'asset management rigoureux, c'est de maîtriser ces risques-là pour vraiment, sur le long terme, pouvoir avoir des performances similaires ou supérieures à notre indice de référence. Donc, ici, on va commencer à faire quelques mathématiques assez simplistes pour essayer de définir l'une des métriques les plus importantes dans l'investissement quantitatif, qu'on appelle le ratio de Sharpe. Donc, pour calculer ce ratio de Sharpe, on a 3 variables. La première, c'est la performance d'un portefeuille. La deuxième, c'est la performance d'un investissement dans un produit sans risque. Donc, par exemple, généralement, ce qu'on prend, c'est le taux de la BCE pour des investissements en Europe. Et enfin, on divise la différence entre ces deux rendements par la volatilité du portefeuille. Donc, comment on peut définir la volatilité? L'idée, c'est que généralement, au cours du temps, par exemple, on peut dire de façon mensuelle, un portefeuille va faire par exemple plus 5%, puis ensuite moins 2%. Et donc la volatilité, c'est une mesure de la dispersion de ces rendements. Donc à quel point les rendements fluctuent entre plus 5 et par exemple moins 15%. Et donc c'est un ratio. Donc ce ratio, finalement, comment on peut le déterminer? L'idée, c'est de regarder la valeur ajoutée qu'apporte le risque supplémentaire qu'on prend par rapport à juste investir dans le taux sans risque. Du coup, comment, par exemple, on peut investir dans le taux sans risque, livret A ou fonds monétaire. Et l'idée, enfin, le but d'un bon manager d'assets, c'est d'apporter vraiment un investissement qui a une prime de risque par rapport à ce taux sans risque. Je ne sais pas si c'est clair, Samy. Non, c'est clair et je pense que c'est un point important que tu abordes et qui est lié un petit peu à la slide d'avant. On a montré les 2 dernières années qui étaient très bonnes et on a encore une entreprise jeune. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que quand on investit full action, l'horizon d'investissement, ça ne doit pas être 1 an ou 2 ans. En tout cas, chez nous, on ne fait pas de stock picking. Le but, ce n'est pas de trouver l'action qui va surperformer sur le dernier trimestre de l'année, mais c'est vraiment de pouvoir gérer cette volatilité sur le long terme. Et en tout cas, le conseil que moi je donne, c'est si on investit en 100% action, il faut à minima avoir 5 ans. Et même 5 ans, c'est assez faible, mais tu nous diras en fonction des calculs. Mais ça explique pourquoi est-ce que cette volatilité-là est une variable aussi importante dans vos calculs. Très clairement. Et ce qu'on gère aussi côté Ramify, donc pas forcément pour le PEA, mais pour nos autres offres, c'est l'appétence de nos clients par rapport à la volatilité. On aura certains clients qui seront très risque averses. Donc, par exemple, parce que leur horizon d'investissement est très court ou parce que, de façon comportementale, ils n'aiment pas voir la valeur de leur portefeuille baisser. Dans ce cas-là, justement, on essaiera quand même d'avoir un bon ratio de Sharpe, mais rapporter une volatilité qui est faible. Mais au contraire, justement, pour des investisseurs en PEA qui ne font que des actions, la volatilité sera forcément plus élevée. Et de la même façon, on essaiera de maximiser le ratio de Sharpe tout en prenant en compte le fait que cette volatilité soit plus élevée. Et donc, la question, c'est comment on fait chez Armify, nous, pour maximiser ce ratio de Sharpe? Donc, il y a 2 axes. Un, la partie vraiment performance pure de votre portefeuille en action. Et l'autre, la partie diversification. Donc, je propose qu'on regarde en premier la partie maximisation de la perf ou du rendement. Donc, pour un portefeuille en action, généralement, on divise la performance en 3 parties. Tu as une première partie qui vient du marché. Donc, en fonction à quel point on est exposé au marché, forcément, sur un portefeuille en action, on sera exposé aux fluctuations du marché. Tu as une deuxième partie que les gens souvent oublient, c'est l'exposition aux devises. Donc, par exemple, si tu investis dans du S&P 500, c'est comme si tu achetais un actif en dollars avec tes euros. Donc, c'est comme si tu étais exposé directement au taux de change entre le dollar et l'euro. Donc, ça, c'est quelque chose que
beaucoup de gens dont beaucoup de gens n'ont pas forcément la connaissance Mmh. et qu'il est très important de maîtriser Mmh. parce que d'année en année, ça peut créer des différences de performance de 5, voire même 10%. Mmh. Et Et il existe des ETF qui peuvent répondre à tu en parleras peut-être, mais qui peuvent répondre à cette problématique pour se défendre d'une possible fluctuation de change, dollar, euro ou autre. exactement. Mmh. Et enfin, la troisième partie, qui est vraiment le saint Graal lorsqu'on est asset manager, c'est l'alpha. Mmh. Donc l'alpha, c'est une surperformance par rapport au marché et au taux de change qui n'est pas explicable seulement Mmh. par comment tu manages ton exposition au marché ou ton Mmh. exposition aux devises. Mmh. Et donc pour ces trois aspects, euh, on gère l'exposition au marché aux devises et Mmh. la création d'alpha Mmh. via des algorithmes. Donc Mmh. l'idée, c'est comme je l'avais dit en début pendant ma présentation, 99,9% de toutes nos décisions d'investissement Mmh. sont drivées par nos algorithmes. Mmh. On prend le moins de décisions discrétionnaires possible pour justement essayer d'éviter tout cet aspect potentiellement émotionnel ou peut-être tout cet aspect de FOMO Mmh. que un investisseur qui n'a pas cette discipline-là Mmh. algorithmique pourrait avoir. Mmh. Donc je dirais que c'est un des gros points différentiels de Ramify. Mmh. Et c'est ce qui fait que moi aussi, je me plais à travailler dans ce genre d'environnement, Mmh. étant donné que toute notre équipe d'investissement, comme on l'avait dit, a un background plutôt mathématique, ingénierie. Mmh. Et donc, c'est quelque chose qui, au quotidien, est très Mmh. plaisant et très satisfaisant intellectuellement. J'ajouterais même background et un peu sectaire parce que tous de la même école, c'est assez rare. On On verra fait pas jusqu'où exprès. est-ce qu'on pourra tirer le trait, mais en tout cas pour l'instant c'est du 5 sur 5, tous de la même école. Mmh. Ok, pour cette partie maximisation du rendement. Encore une fois, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser dans le chat. On essaiera d'y répondre à la fin Mmh. dans la Mmh. partie Q&A. Mmh. Ensuite, une fois qu'on a créé tous ces modèles de rendement pur, l'idée, c'est à niveau de risque maximal. Donc, généralement, on essaie de se donner des contraintes de risque pour Mmh. pas faire des paris, disons, trop risqués. Mmh. L'idée, c'est de trouver le portefeuille qui apporte le rendement qui est maximal. Mmh. Donc, pour ça, ce qu'on fait, c'est on s'appuie sur des algorithmes qui sont quand même très utilisés en finance. Mmh. Le nom, c'est la théorie moderne des portefeuilles créée par Harry Markowitz. Mmh. Donc, l'idée, c'est de modéliser tous les portefeuilles possibles avec tous les actifs dont on dispose et de prendre ce qu'on appelle le portefeuille tangent. Donc, celui qui a un niveau de risque donné maximise le rendement. Donc, on peut voir ce portefeuille tangent où, généralement, ce portefeuille tangent se trouve sur la frontière efficiente que vous pouvez voir en rouge sur ce graphe. Bon, Mmh. je ne vais pas, je pense, m'attarder trop sur ce Ouais. graphe parce qu'il est assez compliqué à comprendre, mais l'idée, c'est que en simulant tous les portefeuilles possibles, on arrive à ce genre de figure-là. Et les portefeuilles les plus optimaux sont ceux qui se situent sur l'enveloppe Mmh. un peu convexe de cette forme. Non mais je pense que tu peux l'expliquer parce que il est à la fois simple et compliqué. En ordonnée, tu as les rendements, en abscisse, tu as les Le risques, risque. et donc tu traces tous les portefeuilles possibles, c'est les points, et comme tu dis, le tangent, c'est ce qui maximise le rendement à un risque donné. Mm. Et là, c'est appliqué au PEA, mais c'est aussi ce qu'on utilise quand on veut diversifier entre plusieurs classes d'actifs. C'est quelque chose qu'on utilise beaucoup chez Ramify. Donc oui, le graphe comme ça, il fait un petit peu peur, mais il se comprend bien quand on l'explique. Effectivement. Sur la partie action, effectivement, la diversification reste... diversification, il y a beaucoup de définitions possibles. Mm. Mais sur la partie action, on verra ensuite, la diversification se fait principalement donc via tout ce qui est exposition géographique, Mm. exposition plutôt sectorielle, exposition plutôt factorielle. Mm. Donc on va en revenir juste après. Mhm. Donc voilà pour notre méthodologie de Mhm. création de portefeuille. Donc pour récapituler, une partie vraiment maximisation de la performance et l'autre partie diversification via cette théorie théorie moderne des portefeuilles et ces simulations de couple rendement-risque. Ensuite, on a une deuxième, on a une dans la façon dont on construit nos univers d'investissement, on a une préférence forte pour les ETF, comme Samy l'avait mentionné auparavant. Donc, pour moi, c'était un petit peu l'occasion de rappeler un petit peu le panel de types d'investissement que tu peux avoir en PEA et les avantages et les inconvénients. Donc, très rapidement, en PEA, généralement, on a accès à 3 types d'investissements. Le premier, c'est les ETF. Le deuxième, c'est les fonds actifs.
Donc les fonds qui sont gérés par des gérants de façon active et potentiellement discrétionnaire. Et enfin, la troisième version, le troisième choix, c'est le stock picking. Donc l'idée, c'est de sélectionner un peu nous-mêmes les stocks sur lesquels on va investir. Donc c'est 3 types d'investissements, vraiment des profils de risque complètement différents. Donc lorsqu'on investit dans un ETF, on est exposé uniquement au risque de marché. Donc aussi effectivement peut-être au risque de currency, de taux de change, mais principalement au risque de marché. Donc c'est entre guillemets la façon d'investir avec le moins de risques comparé aux deux autres, puisque dès qu'on regarde les fonds actifs, en plus du risque du marché, le principal risque, c'est un risque de sélection du gérant. Donc peut-être que dans l'audience, vous connaissez tout ce qui est étude Spiva. C'est une étude qui dit que sur le long terme, disons 10 ans, 90% des gérants de fonds actifs sous-performent par rapport à leur indice de référence. Je crois que c'est même 95, mais ouais, les chiffres sont énormes. Les chiffres sont énormes. Enfin, ça varie selon les géographies. Donc, plus on va sur le long terme, plus on voit que les gérants sous-performent. Donc, de mémoire, quand on regarde sur 1 ou 3 ans, on serait plus aux alentours des 75%. Mais dès qu'on regarde sur un horizon de temps vraiment long, du coup 7 voire 10 ans, on est plutôt sur du 90-95. Donc, effectivement, à court terme, il est possible, grâce à un choix de gérant astucieux, de surperformer le marché. Mais sur le long terme, on pense vraiment que juste investir dans un ETF qui ne réplique que des indices qui n'ont comme profil de risque le marché est plus judicieux et plus cost-efficient. Et enfin, pour le stock picking, le risque principal, c'est un risque qu'on appelle idiosyncrasique. Donc généralement, c'est un mot pas forcément évident à comprendre, mais pour l'expliquer, lorsqu'on prend un stock unique, du coup par exemple Apple, il y a 2 types de risques. Un risque qui est lié au marché. Donc lorsque le marché monte, généralement Apple a tendance à monter et inversement. Et il y a un risque qui est uniquement dû à l'entreprise en elle-même, et c'est ce risque-là qu'on appelle idiosyncrasique. Et c'est un des risques qui est le plus compliqué à manager. Donc pour un PEA avec une idée d'investissement long terme, c'est un risque qu'on préfère éviter. Et donc, c'est pour ça qu'on se concentre principalement sur les ETF. Enfin, il y a d'autres aspects qui motivent notre choix pour les ETF, donc notamment des aspects de diversification géographique, de coûts de trading et de frais de support. Donc, ce qui est bien avec les ETF, c'est que dans l'univers du PEA, on a accès à des ETF qui donnent des expositions aux marchés mondiaux, versus pour la partie fonds actifs et stock picking, généralement, ça nous donne de l'exposition au marché plutôt européen. Donc je pense qu'il y a quelques fonds actifs qui, pareil, potentiellement suivent des géographies qui sont autres que l'Europe. Mais pour avoir accès à ces expositions-là, les ETF, ça reste quand même l'outil le plus pratique. Je ne sais pas si ça vaut le coup de rentrer dans le pourquoi, effectivement, les ETF. Via des ETF, on a accès je pense que ce qui est intéressant aussi, c'est les frais, parce que c'est souvent quelque chose qui intéresse pour expliquer pourquoi est-ce qu'il y a cette différence-là. Et la différence, elle est assez simple à comprendre. Dans un fonds actif, il y a souvent un comité d'investissement, des analystes qui constituent des coûts pour le fonds. Et donc, ces gens-là, il faut les payer. Et s'il faut les payer, il faut faire payer quelqu'un. Donc, le client paye, ce qui résulte en des frais de gestion plus élevés. Maintenant, si ces gens-là arrivent à dégager beaucoup d'alpha, comme tu l'as dit, et donc une performance extrêmement bonne, pourquoi pas? Tout travail mérite salaire. Le problème, et tu l'as rappelé, c'est qu'au vu de l'étude, 90 à 95% de ces fonds-là sous-performent le marché. Et le marché, tu peux le suivre avec un ETF. Et un ETF, ce qui est intéressant, c'est que tu peux automatiser, c'est un petit peu ce que font les BlackRock, les Amundi, ils automatisent le suivi, donc en créant des indices, le suivi de ces indices grâce à des ETF. Et vu que c'est des machines qui font le travail, le gros du travail, ça coûte moins cher. Et nous, en fait, on réplique un petit peu cette logique. Alors, c'est pas 100% passif, mais on réplique un petit peu cette logique-là de dire, nous, au lieu d'avoir un comité d'investissement, des analystes, faire du stock picking, on utilise les méthodes qui marchent bien en rajoutant une couche d'intelligence pour essayer de battre ces ETF-là et surtout manager, parce que ce que ne va pas faire un ETF, et il y avait une question qui arrive à ça, c'est faire des décisions un petit peu directionnelles au cours du temps ou baisser votre risque si vous vous approchez de
de votre retraite, par exemple. Ça, c'est vraiment la plus-value d'une équipe de recherche, la couche d'intelligence en plus qui est rajoutée. Exactement. Et enfin, très rapidement, Mm. on a parlé de la diversification des frais de support. Mm. Il y a aussi un aspect coût de trading. Donc, Mm. généralement, les ETF sont beaucoup plus liquides que les fonds actifs ou les stocks individuels, Mm. ce qui entraîne des coûts de trading plus bas Mm. que pour les deux autres. Mm. Donc, nous, chez Amify, étant donné qu'on a cette thèse très forte pour l'univers de l'investissement sur les ETF, on a pu au cours du temps développer une certaine expertise dans la sélection d'ETF. Et quelque part, en fait, c'est une forme d'alpha qu'on essaye d'intégrer dans votre portefeuille. Donc, généralement, en fait, pour sélectionner des ETF, on a 4 critères qui sont très communs que tout le monde suit. Donc, il y a la partie indice suivi. Donc, regardez quel indice l'ETF suit. La partie frais de support. Donc, parmi les ETF qui suivent le même indice, essayez de regarder, comparer et sélectionner ceux qui ont les frais de support les plus bas. La partie liquidité. Donc, comme je disais, c'est quelque chose qui est lié au coût d'achat et de vente de cet ETF. Donc, généralement, plus les ETF ont des encours sous gestion élevés, plus l'ETF est liquide et donc moins les coûts de trading associés à l'achat et la vente de ces ETF sont élevés. Et enfin, la politique de distribution des dividendes. Donc, pour tout ce qui est ETF en action, l'ETF détient des actions et donc a le droit des dividendes de façon trimestrielle ou semestrielle selon les entreprises. Et donc, certains ETF réinvestissent directement ces dividendes dans l'ETF et d'autres distribuent ces dividendes dans le contrat du PEA. Et donc, l'idée, c'est de maîtriser un petit peu ce choix entre capitaliser et distribuer. Et on pense que dans un PEA, pour minimiser justement les frais de trading, ne pas avoir à racheter nous-mêmes les ETF, on préfère privilégier les ETF capitalisants. Donc ça, c'est les 4 critères, je dirais, les plus importants et les plus simples d'accès. Mais généralement, pour choisir des ETF, il y a d'autres critères qui sont beaucoup plus complexes et qui nécessitent une analyse un peu plus poussée. Donc, on peut par exemple regarder la méthode de réplication, l'erreur de tracking, certains avantages fiscaux. Du coup, par exemple, généralement, pour vulgariser un petit peu, il y a 2 méthodes de réplication de l'indice, c'est-à-dire 2 méthodes pour un ETF de suivre l'indice. Tu as la partie qui est peut-être la plus intuitive, c'est chaque jour, on regarde tous les composants de l'indice et on gère et on fait un petit peu de trading d'actions pour que, in fine, par exemple, imaginons que dans l'indice, tu es 70% d'Apple et 30% de Nvidia. Toi, pareil, tu répliques exactement. Et donc, dans ton ETF, tu as 70% de Apple et 30% de Nvidia. Ça, c'est ce qu'on appelle la réplication physique. Tu as aussi ce qu'on appelle la réplication synthétique. Donc, ça, c'est peut-être un petit peu plus compliqué. L'idée, c'est d'entrer en contact avec une banque d'investissement. Donc, toi, en tant qu'ETF, tu as un panier d'actions qui n'a peut-être rien à voir avec l'indice. Et ce que tu dis à la banque d'investissement, c'est que tu dis, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais t'échanger la performance de mon panier d'actions contre la performance de l'indice. Donc, si on devait comparer un petit peu les 2 méthodes de réplication, pour la deuxième méthode, étant donné qu'à chaque fois que tu reçois directement la performance de l'indice, tu as une tracking error, du coup une erreur de suivi qui est nulle. Donc, normalement, tu dois recevoir exactement la performance de l'indice. Versus quand tu fais de la réplication physique, peut-être que tu n'arriveras pas. Enfin, là, j'avais donné un exemple simple avec 2 actions, mais s'il y a par exemple 500 actions, tu n'arriveras pas à avoir exactement la même proposition chaque jour à cause de contraintes de liquidité sur les marchés. Et donc, tu auras peut-être une erreur de suivi par rapport à ton indice, ce qui peut générer soit de la sous-performance, soit de la surperformance. Donc, il y a un petit peu un trade-off à avoir entre ces deux-là. Et nous, on essaie de manager ça au mieux possible et de vous fournir une exposition la plus optimisée. Fidèle possible, donc, fidèle, effectivement. Mais il y a aussi des avantages en termes de taxation qui peuvent différer en fonction de taxation des dividendes, qui peuvent différer en fonction de si tu fais de la réplication physique ou de la réplication synthétique. Tu as aussi d'autres subtilités. Donc, comme par exemple, il faut savoir que les ETF qui font de la réplication physique peuvent prêter les actions qu'ils détiennent à d'autres secteurs financiers en échange d'un paiement, comme si c'était finalement les intérêts d'un prêt. Donc, ça peut c'est quelque chose qui peut aussi un peu générer de l'alpha. Tu as effectivement tout ce qui est mécanisme
de protection contre les taux de change, contre les fluctuations pardon, des taux de Mmh. change. Donc, encore une fois, comme on l'avait dit, imaginez que vous soyez un investisseur en euros et que Mmh. vous vouliez investir dans le S&P 500. Dans ce cas-là, vous vous exposez à 100% aux fluctuations des taux de change, en plus des fluctuations du S&P 500. Et donc, certains ETF proposent ce qu'on appelle un mécanisme de couverture contre le taux de change, ou de hedging en anglais, qui te permet, moyennant un certain coût, d'annuler cette exposition à la fluctuation des taux de change. Mmh. Donc, savoir manager cette exposition au taux de change, donc est-ce qu'on s'expose à la devise ou est-ce qu'on se couvre? C'est quelque chose qui est vraiment primordial lors de la gestion d'un portefeuille en actions, puisque la majorité des actions mondiales aujourd'hui, de la capitalisation pardon, des actions mondiales est dominée par les États-Unis. Mmh. Donc, savoir manager cette exposition à la paire euro-USD Mmh. versus se couvrir et donc payer un petit peu, c'est quelque chose qui est extrêmement important et qu'on essaye de gérer au mieux côté Ramify. Mmh. Donc, voilà. Donc, comme je le disais, il y a 4 critères qui sont assez simples à suivre et beaucoup d'autres critères qui sont Mmh. peut-être un peu plus compliqués à suivre, comme Mmh. vous avez peut-être pu vous en rendre compte. Mmh. Et donc, l'idée de notre gestion pilotée chez Armify, c'est de vous faire profiter à tous de notre Mmh. expertise Mmh. sur ce point-là pour vous offrir la meilleure performance possible ajustée à votre niveau de risque. Mmh. Non, c'est bien que tu reviennes sur ces points-là, et je pense que c'est une bonne manière de finaliser l'explication. Le but, c'est pas vous avez remarqué, de mettre des formules mathématiques dans tous les sens pour faire en sorte que vous nous croyez sur parole que c'est compliqué, mais c'est plus d'expliquer la plus-value d'avoir une équipe qui fait ça à plein temps. C'est-à-dire que tout ça, ça peut être compliqué, mais c'est pas des choses inconcevables ou incompréhensibles. Si on y met le temps et la connaissance qu'il faut, on peut l'avoir. Mais c'est du temps alloué, c'est une méthode de travail, c'est une discipline, c'est être sûr de ne rien laisser au hasard et de le faire sur une très très longue période, qu'on soit en vacances, qu'on soit bien, qu'on soit pas bien. Notre framework, il marche toujours. Et c'est vraiment ça la plus-value de Ramify. Pour les gens qui veulent avoir la main sur leur portefeuille, on comprend tout à fait, mais pour les personnes qui souhaitent avoir une performance long terme qui soit bien managée par des personnes qui connaissent leur travail, eh bien, on pense vraiment que c'est une solution intéressante pour ces personnes-là. Est-ce que on avait une dernière planche avec un exemple de portefeuille? Bon, c'est un peu petit. Je ne sais pas si tu arrives à le lire ou si c'est trop petit, Hugo. C'est un peu petit, Ouais, effectivement, même c'est un pour peu moi. petit. Ouais, bah on vous enverra parce que je pense que c'est important de pouvoir vous envoyer un exemple de portefeuille PEA et les ETF qu'on choisit, mais on vous l'enverra par mail pour tous les participants. Et le replay, on verra si on peut changer un petit peu cette planche-là, mais effectivement là c'est un petit peu petit. Est-ce que tu peux... Oui, voilà. Bah, donc on arrive à la fin, juste pour vous rappeler donc, l'offre en cours pour toutes les personnes ayant participé à ce webinar. On espère qu'on a été le plus clair possible. On a encore un petit moment pour le Q&A. Donc je vois qu'il y a pas mal de questions, ça c'est top. Je sais que pour avoir un petit peu feuilleté, il y a des questions auxquelles on a répondu pendant. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais les passer en revue. Et s'il y en a, soit j'y réponds, soit je te passe la main, Hugo. Alors, pourquoi faut-il un apport de base de 50 000 € pour ouvrir un PEA chez Ramify? Donc, j'ai un peu répondu pendant le webinar. On est en train de travailler pour abaisser le minimum, mais pour nous, le plus important, parce qu'on avait une demande énorme, c'était de pouvoir le proposer le plus vite possible. Et au vu du succès des premières semaines, on est content de l'avoir fait le plus vite possible. Mais effectivement, on va travailler à essayer de baisser ce minimum, pardon. Sachant que c'est 50 000 à l'ouverture et c'est 25 000 au transfert. Ensuite, après 5 ans de détention, peut-on faire des retraits partiels et des réinvestissements sans clôturer le PEA? Oui. À partir de 5 ans, on peut réinvestir, on peut faire des retraits partiels, sachant qu'on peut réinvestir toujours, la limite c'est 150 000 € de versement maximum. Mais effectivement, c'est possible. Comment diversifier son PEA? Je pense qu'on a pas mal discuté et illustré ce point. Donc, sur la répartition de votre portefeuille, vous avez beaucoup de recouvrement S&P World, Europe. Pouvez-vous nous expliquer cette répartition? Je ne sais pas si tu veux dire un mot, Hugo, là-dessus.
Alors effectivement, ce point de recouvrement entre Hmm, S&P 500 et MSCI World, c'est quelque chose qui revient assez souvent quand on hmm, regarde par exemple tout ce qui est forum de finances personnelles. hmm, Mais en gros, généralement, ce que font les asset managers sérieux, hmm, c'est que de façon, ils ont des vues géographiques. hmm, Donc l'idée, l'une de nos views, c'est que sur le long terme, hmm, les États-Unis pardon, performeront plutôt, les actions américaines ont une prime de risque hmm. qui est plus intéressante en majorité que le reste. Donc c'est pour ça que nous, le fait qu'on choisisse et du S&P et du MSCI World, ça nous permet de nous exposer aux actions mondiales tout en surpondérant ou en overweightant la partie US. Donc nous, on est overweight sur deux géographies, la partie US et la partie eurozone, et donc un peu underweight sur tout ce qui est autres pays développés, donc Hmm. comme le Japon, ou l'Australie ou le Canada. Très clair. Ensuite, il y a quelques questions sur les transferts. Est-ce qu'on peut transférer un mandat de gestion d'une banque? Oui, il suffit de transférer le PEA. C'est d'ailleurs le gros de nos transferts. C'est des personnes qui ont un mandat de gestion qui est détenu par leur banque de détail ou leur banque privée et la performance ne suit pas, ou le service, ça peut être l'un ou l'autre, hein. La performance, comme l'a dit Hugo, surtout sur de l'action, ça fluctue. Le but, encore une fois, c'est pas d'être positif tous les ans, mais c'est de pouvoir vous proposer sur 10 ans, sur 15 ans, une performance moyenne annuelle de très bonne facture. C'est avant tout ça, il faut en être conscient. Si vous êtes un profil investisseur qui ne supporte pas de voir un portefeuille sous-performer sur 6 mois, sur un an, il vaut mieux se diriger vers un autre type d'investissement, plus défensif, du produit structuré, du fonds euro, peut-être même de l'immobilier. Mais donc il faut garder ça en tête. J'ai vu qu'il y avait aussi une question sur les PEA, PME. C'est quelque chose qu'on ne propose pas encore. Nous, c'est que PEA, donc à 100% ETF, peut-être plus tard, mais aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on ne propose pas. Il y avait également une question sur la gestion conseillère Amify. Je pense on a passé du temps dessus. Quel ETF allez-vous choisir et est-ce qu'on va avoir une transparence dessus? Bon, bah, c'est dommage, on n'a pas pu le voir, mais effectivement, si vous vous engagez sur le parcours de souscription Ramify, vous avez tout le détail du portefeuille avant même de souscrire. Donc vous verrez ligne par ligne quel ETF est choisi, combien d'argent est-ce qu'on va mettre dessus. Vous aurez même le détail, comme l'a dit Hugo, de la répartition géographique, de la répartition sectorielle, etc., etc. Donc effectivement, en termes de transparence, à la fois en termes de frais et en termes d'exposition, vous avez la totale. Une question pour toi Hugo, est-ce que vous investissez la somme versée en une seule fois? Généralement, sur le PEA, oui. Mhm, Mais sur le PEA, en tout cas en tant que tel, mhm, euh, vous avez la main, si vous voulez, pour potentiellement garder un petit peu de cash et de rentrer progressivement dans le marché action. Donc, si vous faites l'ouverture d'un compte et non pas un transfert, vous commencez d'abord à avoir une poche cash mhm, que vous pouvez investir, dont vous pouvez faire l'investissement progressif un peu à votre gré. mhm. Donc, à chaque fois que, imaginons par exemple, vous avez 50 000 euros de poche cash, vous pouvez dire j'ai envie d'investir 10 000 euros dans le portefeuille action PEA Ramify. Donc, bah, vous investirez 10 000 euros suivant nos recommandations. Mhm. Et vous pouvez étaler cet investissement, par exemple, sur 5 mois ou sur un an à votre gré. Mhm. Super, merci. Ensuite, un commentaire de Lydie concernant son transfert qui a été effectué en 2025 et qui n'est pas encore arrivé. Effectivement, les délais sont un petit peu longs. On peut vous expliquer pourquoi. C'est que personne, en tout cas les personnes qui voient un PEA transféré, ne veulent pas le lâcher, donc ne vont faire aucun effort pour accélérer la procédure. On en est désolé. On voit une grande disparité entre les différents acteurs. Certains acteurs jouent le jeu et procèdent au transfert directement. D'autres font traîner en faisant exprès, pour le dire clairement. Et on ne peut pas faire grand-chose, malheureusement, à part renvoyer des mails, renvoyer des mails. En moyenne, c'est à peu près 3 mois. Pour les meilleurs, c'est 1 mois. Des fois, ça peut même dépasser un petit peu 3 mois. Donc voilà, on est désolé pour ça, mais c'est honnêtement quelque chose sur lequel on a peu de levier. Ensuite, est-ce que les performances affichées sont nettes de frais de gestion et de frais de garde sur les parcours? Oui. On fait toujours en sorte que ce soit net de tous les frais. Pouvez-vous détailler votre relation avec le Crédit Mutuel Arkea? Alors, c'est une relation de travail, c'est-à-dire que c'est le dépositaire. C'est comme par exemple avec l'assurance vie, on travaille avec Apicil et Generali. C'est-à-dire que
On n'a pas la licence assureur et on ne compte pas la demander de sitôt. On n'a pas la licence bancaire. Et pareil, c'est extrêmement lourd et c'est pas quelque chose, en tout cas, c'est pas notre cœur de métier. Notre cœur de métier, c'est de gérer la partie investissement de nos clients. Et donc, la relation, c'est le coffre-fort qui va venir garder votre argent. Et je pense que vous êtes content que l'argent soit plutôt chez Crédit Mutuel Arkea que sur les contrats MiFi, ce qui n'est jamais le cas. Donc voilà, c'est vraiment un dépositaire et c'est lui qui détient les fonds. Donc pour le minimum, on le baisse effectivement. On travaille pour le baisser. Euh, oui, alors c'est prévu aussi pour les transferts. On va essayer de baisser le minimum pour les transferts, effectivement. De quelle école viennent les quantitative researchers? Donc ça, c'est Centrale Supélec. Effectivement. Est-ce que vous avez prévu à terme d'avoir le PE en gestion déléguée et libre? Donc ça, c'est une question qui revient souvent. Est-ce qu'on compte faire de la gestion libre? Aujourd'hui, non, donc pas sur le court et le moyen terme, parce qu'encore une fois, nous, ce qu'on propose à nos clients, en tout cas notre valeur ajoutée, c'est vraiment cette gestion conseillée, pilotée, et c'est pour ça que les gens viennent chez nous. On ne peut pas malheureusement plaire à tout le monde. Après, dans plusieurs années, est-ce qu'on ouvrira à la gestion libre? Peut-être, mais en tout cas, aujourd'hui, c'est pas le focus. On a 1,3% de frais pour les frais, plus les frais des ETF. Oui, plus les frais des ETF. Donc c'est 1% pour les clients, donc offre Ramify Black. Donc il faut rajouter à peu près 0,2 ou 0,25 pour les ETF et 1,3 pour la partie non Black. Une question intéressante, tu as commencé à y répondre un petit peu, c'est les algorithmes sont basés sur le passé. Comment intégrez-vous vos anticipations futures? Et tu avais déjà commencé à en parler quand tu parlais de les États-Unis, voilà notre vision. Si tu peux un petit peu détailler. Effectivement, donc nos algorithmes sont effectivement basés sur le passé, mais dans les littératures, on a ce qu'on appelle l'algorithme, enfin les méthodes d'optimisation dites de Black-Litterman, Hmm. qui nous permettent en fait de fusionner l'analyse statistique du passé et de rajouter nos views en tant que manager. Donc si vous voulez plus de détails, je vous invite à regarder un petit peu cette littérature. Hmm. C'était des chercheurs qui venaient de Goldman Sachs dans les années 90. Très clair. Une question sur les ETF. Donc ça, j'en ai parlé un petit peu. Pourquoi est-ce qu'il y a des ETF monde dans un PEA qui est censé flécher le capital vers les actions européennes? Ça, c'est en fait, il y a un entre-deux entre on veut que le produit soit utilisé et on veut flécher le capital. Et il se trouve que la grande majorité des investisseurs vont vouloir avoir du S&P, du MSCI dans leur portefeuille. Donc ça a été aussi un moyen d'alléger le cadre un peu strict de l'univers d'investissement pour faire en sorte que plus de personnes utilisent le PEA, choisissent le PEA comme enveloppe fiscale et en espérant que ça booste aussi par ce biais la levée de capital pour les actions européennes. Effectivement, Mais, si je pouvais me permettre de rajouter quelque ouais, chose. bien sûr. Donc, en PEA, normalement, l'univers des fonds dans lesquels tu peux investir est contraint le fonds à contenir au moins 75% d'actions qui viennent de l'Union européenne. Donc, à un moment, je vous avais parlé des ETF à réplication synthétique. Donc, comme j'avais dit, un ETF qui est réplication synthétique possède un panier d'actions et échange sa performance contre la performance de l'indice. Le truc, c'est que ce qu'on peut faire pour s'exposer aux actions mondiales, donc notamment au MSCI World, c'est dans notre panier d'actions, on peut avoir effectivement ces 75% d'actions européennes et échanger donc la performance entre ce panier d'actions qui contient 75% d'actions européennes et donc éligible PEA avec la performance du MSCI World. Donc c'est comme ça que des ETF comme par exemple CW8, qui est très connu de Amundi, ont pu voir le jour et donc en PEA pouvoir donner de l'exposition géographique mondiale aux détenteurs du contrat de cette enveloppe fiscale.
Très clair. Bah, mais écoute, merci pour la spécification. Alors, on a encore quelques questions, mais on arrive à la fin de l'heure. Je vais essayer de prendre les plus importantes. Alors, une question qui m'étonne un petit peu. Avez-vous prévu d'ajouter un vrai profil investisseur dans votre équipe? Si la réponse est non, pourquoi? Alors, je pense que c'est peut-être une manière de le présenter de notre part qui est peut-être un petit peu trop quantitative. Le but, c'est pas de dire qu'on n'a que des mathématiciens. Par exemple, pour vous donner un exemple tout simple, hein, Olivier, quand je disais qu'il était quant chez Goldman, Olivier, il était dans un fonds qui pesait à peu près 180 milliards. Et lui, sur ses stratégies, il investissait à peu près 20 à 30 milliards. Donc son portefeuille, c'était à 20 à 30 milliards. Et donc, il était investisseur pour le compte, certes, de très gros clients et de fonds de pension américains. Il travaillait à New York. Donc, être quant, c'est avant tout être client portfolio manager. On propose des stratégies d'investissement à des clients et il se trouve qu'elles sont basées sur une approche quantitative et systématique. Donc, ces personnes-là sont avant tout des investisseurs. Et en plus de ça, ils ont des capacités d'analyse et un background qui leur permet d'utiliser la finance quantitative pour améliorer leurs décisions d'investissement. C'est vraiment une question de philosophie d'investissement. Et on a des profils investisseurs qui vont avoir des vues en disant moi je pense que cette entreprise va surperformer parce que X, Y, Z. Nous, on essaye d'adopter une autre philosophie d'investissement, mais tous ces gens-là restent des investisseurs avec des subtilités et des différences certes, mais ça reste des profils investisseurs avant tout. Alors, je vais essayer de voir parce qu'on arrive à la fin de l'heure. Des ETF hedgés sont-ils intégrés dans certaines de vos sélections? C'est une bonne question pour toi, Hugo. Effectivement, donc c'est ce dont on parlait avant avec les ETF qui possèdent des mécanismes de couverture contre le risque de change. Donc, je dis ça en français. Effectivement, la version anglaise, c'est ETF hedgé. Et dans nos portefeuilles, on essaye de, de gérer un petit peu ce trade-off entre s'exposer à la devise ou justement se hedger pour offrir un peu de surperformance. Super. Une question intéressante aussi, mais j'ai vu qu'il y avait déjà une réponse. Pourquoi l'équipe est-elle composée uniquement d'hommes? Il n'est plus à démontrer qu'une équipe mixte est plus performante. Alors, il y a une partie de la réponse qui a été donnée par Fanny dans le chat. Effectivement, malheureusement, le domaine de la finance est surreprésenté par les hommes. On fait aucune... le process de sélection est très ouvert. C'est juste que profil ingénieur plus finance, malheureusement, on a peu de candidates féminines. C'est aussi le cas dans l'équipe commerciale. Beaucoup des banquiers privés sont des hommes, sauf la directrice commerciale. Donc on essaye de... C'est un moyen on va dire, de se rattraper. La directrice commerciale Louise donc est une femme. Donc certes, il n'y en a pas beaucoup, mais en tout cas, elles ont des rôles importants. L'une des premières employées aussi, Amélie, qui a un rôle extrêmement important et qui est, je pense, l'une des 3 ou 4 personnes les plus importantes de l'entreprise, est une femme. Donc voilà, il y a différentes manières de voir la mixité et en tout cas, on fait au mieux. Différence PEA-PER. Ah, ça, c'est intéressant. Une question, comment est-ce que vous ajustez? Donc ça sort un petit peu du PEA, mais est-ce qu'il y a des ajustements aux algorithmes en fonction des enveloppes fiscales? Assurance vie, PER, PEA, et si oui, dans quelle mesure? Effectivement. Donc en PEA, la très grande majorité de l'univers d'investissement, c'est des actions. Pour les plus connaisseurs d'entre vous, il existe quelques ETF obligataires en PEA, mais qui sont, du moins ce qu'on le pense, beaucoup trop chers par rapport à leurs équivalents d'assurance vie. Mais en assurance vie, nous, justement, on essaye de personnaliser au maximum nos portefeuilles pour les profils de risque des clients. Et donc, par exemple, pour un client qui est peut-être un peu plus risque averse, on ne lui proposera pas un portefeuille 100% actions en PEA, mais un portefeuille qui mixera jusqu'à 5 classes d'actifs. Donc, les actions, les obligations, les liquidités, les SCPI et le private equity, pour lui offrir un rendement maximal pour son niveau de risque, en utilisant justement cette diversification, mais cette fois, pas seulement sur les actions, mais sur toutes les classes d'actifs. Ok.
Alors, j'ai eu le temps de regarder un petit peu toutes les questions, donc je vais faire une réponse groupée pour qu'on conclue parce que euh, on a pas mal dépassé le créneau. Mais donc, il y avait des questions sur le profil d'investissement, comment est-ce qu'on le détermine. Donc, vous avez deux choix. Soit vous le faites de manière autonome sur le site. Et donc là, on va vous poser certaines questions, on va vous proposer un portefeuille que vous pourrez ajuster en fonction de votre horizon d'investissement, de vos appétences au risque, de vos connaissances des produits et de vos spécificités d'investissement. Vous le verrez sur le parcours. Donc vous pouvez faire vraiment l'expérience digitale à 100% ou alors vous pouvez directement prendre rendez-vous avec un conseiller, l'un des conseillers de l'équipe, qui passera un moment avec vous pour vous poser des questions sur votre situation, s'assurer que vous avez bien compris l'intérêt d'un PEA et comment notre PEA marche, et vous enverra donc une proposition d'investissement personnalisée directement sur votre boîte mail avec le backtest, donc la performance simulée d'un portefeuille, les performances passées, les spécificités du contrat, etc., etc. Et c'est un conseiller qui vous sera dédié et que vous aurez à chaque fois, pardon, en visio dès que vous aurez besoin d'échanger avec lui. Tous les ETF, bien sûr, vous les aurez. Il y aura une transparence totale sur les profils choisis. Et dernière question, non, on ne propose pas, en tout cas, on ne donne pas sur le site le détail des performances mensuelles, mais vous avez toutes les performances annuelles sur un- une bonne dizaine d'années avec une projection de ce que ça pourrait donner euh, sur un horizon plus long. Donc voilà, désolé s'il y a des questions auxquelles je n'ai pas réussi à répondre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser directement, soit en prenant rendez-vous, soit via l'app. Vous avez un petit chat et on vous reviendra assez vite. Mais voilà, là on est désolé, on est obligé de vous dire au revoir. En tout cas, c'était super intéressant. J'ai vu qu'il y avait beaucoup d'interactions, donc ça, c'est top. C'est un nouveau format qu'on vient d'essayer. Donc, on va continuer. Je sais qu'il y en a un autre qui arrive sur le sujet du private equity, où là, du coup, vous aurez une autre personne de l'équipe de recherche et Louise de l'équipe des conseillers qui vont, pareil, vous expliquer notre manière de conseiller des fonds de private equity, notre grille d'évaluation, notre grille de sélection. Et on espère vous voir aussi nombreux aussi au prochain événement. Donc voilà, l'offre est toujours en cours pour le PEA et n'hésitez pas à en parler à votre conseiller Ramify. Merci et bonne soirée. Merci à tous. Au revoir. Merci Hugo.